La une de l'actualité ce soir, ce dimanche, était jour d'élection au Burkina Faso. Des élections municipales complémentaires dans 19 communes du pays. Alors qu'on annonce les résultats provisoires pour demain lundi, nos équipes déployées dans les localités concernées rassurent du bon déroulement du scrutin. Le président de la Commission électorale nationale indépendante est notre invité. Il viendra nous donner des confirmations. Dans le journal également, la coalition Boribana pour la défense de la démocratie au Burkina Faso. La coalition regroupe des associations comme le CAR, le M21 et la PDC. Leur dénominateur commun, ils sont au-dessus du pouvoir actuel. Pourquoi cette déception et que compte-t-elle entreprendre sur le terrain? On en parle dans cette édition. Et le dossier de cette édition, l'évacuation des eaux de pluie dans la capitale burkinabé, avec des caniveaux obstrués par endroits dégradés pour la plupart. Lorsqu'une grosse pluie survient dans Ouagadougou, bonjour les dégâts. Ouagadougou a donc mal à ses canaux d'évacuation en ces temps de saison des pluies. Vous le verrez dans ce journal, ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Tout d'abord, cette information, un policier à la retraite a été abattu à son domicile à Djibo, dans le nord du pays. Les faits se sont produits alors que la victime venait de rentrer de la prière. Les assaillants au nombre de 4 ont tiré sur lui, semble-t-il, à bout portant. Son épouse a été blessée, mais sa vie est hors de danger. L'un des assaillants a été abattu. Dans la nuit, le domicile du grand imam de Djibo a également essuyé des tirs, mais il n'y a pas eu de blessés. Dans l'actualité, ce soir, ce dimanche était jour d'élection au Burkina Faso, des élections municipales complémentaires dans 19 communes du pays. À Ouagadougou, l'arrondissement 4 était concerné par le scrutin. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a assisté à l'ouverture d'un bureau de vote dans le quartier Tanguin de l'arrondissement. Newton Ahmed Bari annonçait dès ce matin que les résultats provisoires seront disponibles dès demain 10h. Constat avec Vincent Tiendrebeo. Bureau de vote au collège communal de Tanguin à Ouagadougou. Avant 6 heures, des électeurs déjà attendent. Pendant ce temps, les agents électoraux préparent leurs dispositifs sous le regard de Newton Ahmed Bari, président de la CENI. Il est 6 heures. Ce bureau de vote enregistre ses premiers votants. Pour cet électeur, ce vote est celui de tous les espoirs pour son arrondissement après une année de temps perdu. Bon, je souhaite que cette élection ne soit pas comme les élections précédentes parce que on en a marre maintenant. Il faut écarter les fautifs et réélire de nouveaux gens qui vont aller mener notre arrondissement en avant. Parce que si vous regardez dans les autres arrondissements, en tout cas, il va de l'avant, mais notre arrondissement, si vous voyez, les infrastructures, il n'y a pas d'infrastructure dans notre arrondissement, plutôt dans notre secteur 18 ici. Donc c'est désolant. Selon la CENI, toutes les dispositions d'ordre organisationnel sont prises pour un bon déroulement de ces municipales partielles et complémentaires. Premier exercice pour Newton Ahmed Bari. Bon, on a dit qu'on voulait faire 0 faute à l'ouverture des bureaux de vote. Je pense que les choses sont en bonne voie. En ce qui concerne l'arrondissement 4, les choses sont bien enclenchées. On a 2 ou 3 bureaux de vote où on a quelques éléments de matériel qui manquent, notamment les chaises. Mais ce sont les bureaux sous paillotte. Parce que vous savez, on a aussi craint pour la pluie. Du point de vue professionnel, il fallait montrer évidemment que la maîtrise du processus est faite. C'est-à-dire que ça c'est OK. On a acté la maîtrise du processus. Vous avez vu, donc sur le processus, il y a eu 0 faute. Maintenant, c'est dans le cadre du vote, il faut maintenant qu'on souhaite que les gens sortent. Cela ne dépend pas forcément de la CENI. À l'arrondissement 4 de Ouagadougou, plus de 85 000 électeurs étaient attendus aux urnes dans 221 bureaux de vote. Et les premiers résultats du scrutin sont annoncés pour lundi, 10 heures. Le ministre de l'administration territoriale, quant à lui, a aussi fait le tour de certains bureaux de vote à Ouagadougou et à Saponé. Siméo Sawadgo s'est réjoui du bon déroulement du scrutin. Constat avec Zoubaviel David Dabiré et Fabrice Nébier. Ce sont près de 86 000 citoyens appelés ce dimanche à choisir les 20 conseillers qui devront siéger au conseil municipal de l'arrondissement 4 de Ouagadougou au terme de ces élections municipales complémentaires. Et pour s'assurer du bon déroulement du scrutin, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Siméon Sawadgo, accompagné d'une forte délégation, est sur les lieux pour échanger avec les acteurs. À son passage à 8 heures, aucun souci majeur n'est à signaler dans les 221 bureaux de vote
que contre l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Vu le dispositif mis en place, nous, pour le moment en tout cas, tout se passe bien. Nous n'avons pas de difficultés vraiment qui puissent entraver le processus. Autre localité, même constat. À Karkoudguin et à Tanguin dans le département de Saponé, les bureaux sont ouverts depuis 6 h du matin et les forces de sécurité suffisamment déployées pour assurer la sécurité des lieux. Pour le ministre Siméon Sawadogo, la CENI est en passe de tenir le pari de l'organisation de ces élections partielles et complémentaires. Ce que nous avons vu ce matin-là rassure, parce que la volonté du gouvernement au départ, en permettant donc ces élections partielles, c'est de régler les mésententes et les différentes crises qu'ont connues ces communes-là. Donc on avait une certaine appréhension liée à la reprise. Et avec le tour que nous avons fait à Ouagadougou, à l'arrondissement 4 et à Saponé ici, il y a d'autres équipes qui sont vers Bobo, vers Fada, Tenkodogo et puis vers le nord. Et les échos qui nous parviennent font état que les électeurs sont disciplinés. Donc il n'y a pas d'incident particulier en dehors de quelques mésententes, mais qui sont rapidement réglées par la CENI. Les résultats de ces élections sont attendus pour ce lundi 29 mai 2017 et le ministre en charge de l'administration territoriale appelle les différentes parties prenantes à la sérénité. Karangasso Vigué dans les Hauts-Bassins était aussi concerné par le scrutin. Le constat fait par une de nos équipes très tôt ce matin est que l'affluence était au rendez-vous. Mais le scrutin se tient sous haute sécurité, nous dit ici Ali Traoré, sur place à Bobo Dioulasso. Les populations de Karangasso Vigué veulent tourner une page de leur histoire. Une page marquée par des violences post-électorales. Ce 28 mai, dès 5 h, elles sont déjà devant les bureaux de vote, attendant l'ouverture à 6 h. Vérification des listes électorales et des urnes et le vote peut enfin démarrer. Ça nous a dépassé ce qui s'est passé avant. Et je préférais que pour avoir un maire, quoi. C'est pour ça que je suis là pour voter, quoi. Sans maire, on ne peut pas aller en avant. Comme je veux que mon village se renouvelle, parce qu'on est toujours derrière. Comme il n'y a pas de maire chez nous, bon, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, quoi. Voilà. C'est pour ça que je veux voter qu'on doit y maire ici à Karangasso Vigué. Ces élections municipales partielles complémentaires se déroulent sous haute sécurité. Aucun incident n'est à signaler. Et le souhait de tous est d'éviter les complications que Karangasso Vigué a connues dans un passé récent. Avec au mauvais souvenir passé, peut-être les gens n'ont pas connu que vraiment l'importance de ces élections. Mais avec la sensibilisation, ils ont compris, bon, je pense que ça peut aller. Ce que nous avons à dire à la population, c'est de sortir effectivement très nombreux, alors pour que chacun puisse exprimer son choix en fonction de ses convictions et en fonction de ses désirs. 21 198 électeurs sont appelés ce jour dans 63 bureaux de vote repartis dans 25 localités de la commune. Et 55 postes de conseillers sont à pourvoir pour 5 partis politiques en lice. Après la région des Hauts-Bassins, cap sur le centre-est ou à Béguédo, les électeurs se sont mobilisés très tôt ce matin pour s'acquitter de leurs devoirs civiques. Tout a été mis en œuvre pour éviter que le scrutin soit entaché d'irrégularité. Draman Guéné, Paul-David Bambara. Il y a de l'affluence ici ce matin à Béguédo. Avant l'ouverture des bureaux de vote à 6 h, l'engagement est palpable. De longues files d'attente sont dressées. Dans les différents centres de vote, aucun incident n'est à signaler. Un important dispositif sécuritaire est mis en place pour encadrer le scrutin. On a tous les membres du bureau qui sont présents. Il y a quelques représentants aussi des partis politiques qui sont également là. Donc pour le moment, en tout cas, je n'ai pas grand-chose à signaler. Tout se passe dans de meilleures conditions. Les rangs sont longs, mais les électeurs se donnent la peine d'attendre en ce début d'hivernage. Assis ou debout, tous ont pris l'engagement de renouer avec un conseil municipal. Ça me fait mal, on n'a pas pu voter l'année passée, là, ça a été fait mal à mon corps. Je n'étais pas content. Cette année, je suis content de la vote. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Bon, il y a la sécurité qui est là pour nous. Bon, nous pensons que si ça se passe calmement comme ça, ça serait mieux pour le développement
du village. L'enjeu est de taille à Béguédo. Il faut éviter les incidents qui ont conduit à l'annulation du dernier scrutin. Et le message du gouverneur de la région du Centre-Est est clair. C'est de les inviter à voter dans le calme et la discipline afin que vraiment nous sortions de ces turbulences-là. Parce que je suis gêné de savoir qu'il y a 4 communes sur les 19 qui sont concernées dans la région. Donc c'est un appel à la retenue, au calme et à voter de façon sereine, en tout cas les candidats qui vont présider aux destinées des communes. En attendant, tout se déroule bien pour les 8 partis politiques en lice pour les 20 sièges de conseillers. Dans la commune de Béguédo, il est ouvert 30 bureaux de vote pour 9 545 électeurs. À Andem Tenga, un incident lié à une incompréhension s'est produit dans un village, mais rien de grave pour entacher la crédibilité du scrutin. Le constat avec Amédou Lankwandé et Clarisse Nitiema. Nous sommes à l'école A de Andem Tenga Centre. 2 bureaux de vote sont ouverts pour le scrutin. C'est parti pour l'ouverture de vote pour les élections municipales dans la commune. Tout se passe normalement, aucun incident n'a été signalé. Et tous les bureaux ont été ouverts sans incident. Et le matériel était reçu à temps. La sécurité déployée est très normalement. Tout se passe normalement. Et jusque-là, bon, c'est l'œuvre humaine, il peut y avoir quelques petites difficultés, mais bon, ça, c'est pas insurmontable. Rasmane Tougouma vient d'accomplir son devoir citoyen. Le vote s'est bien passé et nous prions pour que ça se déroule dans la paix. C'est pour le développement de ma commune que j'ai voté. Nous demandons au nouveau maire qui sera élu un barrage de l'électricité et des routes. Pour ce scrutin, plus de 15 891 inscrits sur la liste électorale vont voter pour 55 conseillers municipaux de la commune. À Bouroum, nous sommes dans le sud-ouest du pays. Les bureaux de vote se sont ouverts ce 28 mai à 6 h. Le matériel électoral, le dispositif sécuritaire, tout est mis en œuvre pour un bon déroulement du scrutin, nous disent sur place Justin Karambiri et Dimitri Ebadini. Plus de 3000 électeurs sont attendus au scrutin des élections municipales partielles de Bouroum. Sur les 19 villages de la commune, 21 bureaux de vote sont érigés. Ici, à l'école centrale A de Bouroum, c'est dans une atmosphère paisible que les électeurs accomplissent leur devoir civique. Pour les superviseurs du scrutin, toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement des élections. On a sillonné quelques bureaux de vote, pas de problème majeur à signaler. Quelques petits soucis avec les numéros de carte d'électeur simplement, bon, qu'on a dû régler. Oui, la sécurité est déployée sur toute la commune. Voilà, chaque bureau de vote est assuré par 2 agents de sécurité. Je pense que mes attentes seront les bonnes. Nous pensons que d'ici 18 h, ça va se passer bien et que nous aurons une bonne élection. Dans l'ensemble des bureaux de vote à l'image de ceux de Bouroum et de Banlo, l'affluence des électeurs est perceptible. Une situation contraire dans les bureaux de vote de Sibéra et de Gonflera, où une sortie timide des électeurs est observée. Cette timidité semble, selon les membres du bureau, liée à leurs occupations dans les travaux champêtres. Pour le moment, à Gonflera, tout se passe bien. Depuis ce matin, on n'a pas eu d'incidence. Certainement, comme nous sommes en période hivernale, certains sont certainement allés au champ. Nous attendons incessamment leur retour. Pour qu'on puisse rapidement achever ces élections-là dans la paix. Au vote du conseil municipal de la commune de Bouroum, 38 postes sont à pourvoir. À la fermeture des bureaux de vote, la compilation des résultats est prévue au niveau de la mairie de Bouroum, atteste le président de la CCI, Emmanuel Poda. Les bureaux de vote ont fermé depuis 18 h et les résultats partiels sont annoncés pour demain 10 h. Le président de la Commission électorale nationale indépendante est avec nous, Newton Ahmed Marie, bonsoir. Bonsoir, Kindo. Merci de venir nous donner des éclairages sur le déroulement du scrutin et la suite. Vous avez annoncé 0 faute. Est-ce que ce soir vous êtes un homme heureux? Bon, enfin satisfait parce que bon, il reste encore le dépouillement, la compilation des résultats et tout ça. Effectivement, on avait annoncé un 0 faute sur l'ensemble du processus. Je pense qu'on peut dire ce soir-là que c'est acté.
0 faute. Maintenant, il reste évidemment un certain nombre en regardant au plus près, parce que quand vous diffusez un peu vos reportages, on se rend compte qu'il y a quelques écueils, mais qui ne dépendent pas de l'organisation, mais qui sont parfois évidemment d'autres éléments évidemment du scrutin, les autres aspects du scrutin qui ne dépendent pas forcément de l'organisation. Donc du point de vue organisationnel, je pense quand même que je dois dire bravo à mon équipe, à l'équipe de la CENI, je dois dire bravo aux forces de l'ordre et de sécurité qui nous ont accompagnés, bravo à tous les acteurs évidemment qui nous ont accompagnés dans ce processus-là, et merci aux populations qui ont compris tout l'enjeu qu'il y avait autour de ces élections locales, qui consistent donc à doter les communes d'exécutifs locaux, parce que tout se passe au niveau de la commune. Vous annoncez les résultats provisoires pour demain 10h, mais quel est le dispositif mis en place sur le terrain pour la compilation de ces résultats? Nous avons ce que nous appelons les CCCR, les centres communaux de compilation des résultats dans chacune des 19 communes. Et à ce niveau-là, on centralise les résultats des bureaux de vote. À ce niveau-là, nous avons un coordonnateur qui va donc réceptionner l'ensemble des résultats avec évidemment dans une configuration semblable à un bureau de vote où il y a les représentants des partis politiques et des observateurs qui le désirent. Et on fait donc la sommation de l'ensemble des suffrages exprimés dans le village. Et à partir de là, ces résultats-là nous sont forwardés à Ouagadougou, où à partir de 21h ce soir, nous sommes en nuit électorale. Et lorsque nous consolidons avec les commissaires le vote de la circonscription dans laquelle ils ont supervisé, nous diffusons immédiatement, ce qui fait que demain à 10h, Inch'Allah, on devrait faire une diffusion globale des résultats. Dans certains éléments diffusés tout à l'heure, quelques incidents mineurs, mais est-ce qu'à votre niveau, il y a eu une remontée de certains incidents dont vous pouvez nous faire cas? Non, je crois que c'est le même constat. Un peu celui qui me désole le plus, c'est celui de Andem Tenga, où dans un village, un candidat qui a été régulièrement transféré n'a pas pu voter. Et puis un certain nombre d'électeurs régulièrement transférés n'ont pas pu voter. Et ça, c'est très grave, de mon point de vue. Je pense évidemment, on va regarder ça de près, mais on va saisir probablement aussi les institutions habilitées, parce qu'il faudrait qu'il y ait des précédents. Nous pensons qu'aujourd'hui, et nous l'avons expliqué aux populations, parce que nous avons passé toute la nuit à expliquer au chef de village en question que la phase où il pouvait s'opposer est passée. Et que nous lui avons dit, à l'ensemble des électeurs les différentes étapes du processus. Il y avait l'étape du contentieux où, effectivement, si quelqu'un vous pensez qu'il ne mérite pas de s'inscrire sur le fichier électoral du village, vous avez à saisir le juge. À partir du moment où vous avez laissé passer cette étape-là, vous êtes obligé d'accepter le vote de la personne. Si vous ne le faites pas, vous êtes en porte-à-faux avec la loi. Et à mon avis, ce village est en porte-à-faux avec la loi. Oui, pour terminer, le pari de publier les résultats à J+1 sera tenu. Inch'Allah, comme je vous dis, demain 10h. Merci à vous, M. Newton Ahmed Bari. Je rappelle que vous êtes le président de la Commission électorale nationale indépendante et vous êtes venu nous donner des éclairages sur le scrutin des élections municipales complémentaires déroulées ce dimanche dans 19 communes du Burkina. Et puis, pour être complet sur ce sujet, la proclamation des résultats provisoires sera retransmise en direct sur la RTB demain sur le coup de 9h30. La suite de ce journal, la coalition Boribana pour la défense de la démocratie au Burkina. La coalition regroupe des organisations comme le CAR, le M21 et l'APDC. Leur dénominateur commun, ils sont déçus du pouvoir actuel. Après avoir combattu pour l'insurrection populaire d'octobre 2014, ces organisations veulent-elles se trouver une nouvelle santé? On essaie de comprendre avec Tanga Robert Kafando. Se succédant à la tribune, les trois piliers de la coalition, Marcel Tankwano du M21, Hervé Ouattara du CAR et Safiatou Lopez de l'APDC, disent tous être déçus du régime avant d'appeler les membres de la coalition à la lutte. Il ne se passe pas un jour sans que la presse ou autre structure indépendante ne dénonce un fait de corruption ou de détournement dans l'administration. Moins d'un mois, si on s'en tient aux écrits de la presse, plus d'1 milliard de francs CFA ont été détournés dans l'administration publique. Voilà une occasion
pour notre justice de s'auto-saisir de ces dossiers pour redorer son blason. Mais jusque-là, silence radio. Pour la porte-parole, la coalition Bouribana n'est pas un parti politique et ne vise donc pas à conquérir le pouvoir d'État. Notre objectif est d'amener nos dirigeants à regarder dans le sens des aspirations du peuple burkinabé, à écouter les cris de cœur du peuple burkinabé. Pour nous, le pouvoir MPP a une obligation morale et historique de relever les défis de développement qui s'imposent à lui. Après cette cérémonie de lancement, la coalition dit préparer un document dans lequel la vision et la ligne de conduite du mouvement sera clairement définie. On en vient à notre grand format de cette édition, l'évacuation des eaux de pluie dans la capitale burkinabé. Les infrastructures de drainage de ces eaux ont montré leurs limites. Là où elles existent, elles sont pour la plupart dans un état de délabrement avancé. Et lorsqu'une grosse pluie survient, bonjour les dégâts. Ouagadougou a mal à ses canaux d'évacuation en ces temps de saison des pluies. Constat avec Draman Guéné et Sié Dilariéyen. Le canal de l'avenue Charles de Gaulle. Ici, l'infrastructure croupit sous le poids de l'âge. Les panneaux de revêtement posés le long des parois ont cédé et se reposent tranquillement dans le lit du marigot, bloquant le passage des eaux. Pour une première pluie seulement que ça a commencé comme ça. Donc nous, on ne sait même pas comment on va faire avec les pluies qui vont successives. Le canal de Mogo-Naba, tronçon Watam-Kaiser-Pont-Kadiogo, lui aussi est à bout de souffle. En l'absence des panneaux de revêtement, l'eau continue d'avaler des terres. C'est un tronçon en réhabilitation, mais pour l'heure, le chantier peine à démarrer. L'entrepreneur qui était ici, il a arrangé le pont. Mais à un moment donné, quand il est venu enlever les trucs là, les bordures qui étaient calées au niveau du pont là, il a enlevé à un moment donné, on ne les voit plus, ils ont disparu. Et cette réhabilitation a été confiée à une autre entreprise dans le cadre du projet financé par la Banque africaine de développement, qui a démarré les travaux donc de réhabilitation de cette portion du canal, qui malheureusement a dû suspendre à cause des pluies, parce que ce n'est pas une période favorable pour couler du béton. L'entreprise a 2 fois coulé du béton pendant 2 fois, et par 2 fois de suite, les eaux de pluie sont venues emporter le béton. En amont du pont Watam-Kaiser, un grand chantier d'aménagement du prolongement du marigot du Mogo-Naba. C'est le canal de Pagalaïri. Les travaux ont commencé en mars 2016 pour une durée de 18 mois. Mais depuis décembre 2017, le chantier pourtant exécuté à 50% est suspendu. Les études ont été réalisées depuis 2008-2009 et le financement a été obtenu en 2013 pour démarrer le projet en 2014. Donc avec le temps qui s'est écoulé, ça c'était un gros trou et il y a eu certainement des érosions importantes qui ont amené à ce qu'il y ait une révision de l'étude qui a été faite en 2008-2009. Et cette révision des prix, de l'étude initiale a occasionné des dépassements budgétaires. Les travaux attendent. Pendant ce temps, les acquis se dégradent avec les pluies. Déjà, les pertes sont estimées à plusieurs millions de francs CFA. Avec la suspension des travaux et les pluies que nous avons connues ces derniers temps, il y a eu de fortes érosions qui ont endommagé pratiquement les abords du canal. Et nous avons estimé déjà à la date d'hier, après la grosse pluie, qu'il y a eu il y a quelques jours, à près de 194 millions de francs, les pertes déjà subies sur le canal dû à ces pluies-là. Aux yeux des riverains, le chantier en arrêt est la cause des inondations précoces dans la ville en ce mois de mai. C'est par rapport au niveau du pont là que l'eau est venue. Donc quand l'eau est venue, on ne sait pas. C'est la barrage qui est plein ou bien c'est au niveau. Ils ont dit qu'ils sont en train d'arranger un autre bas-fond derrière là, en allant à Parlaï. Donc l'eau est venue en force. On ne peut pas dire que les travaux engendrent des inondations, puisque les inondations existaient déjà dans ce quartier avant que les travaux ne démarrent. Tout compte fait, l'exécution du chantier est loin de respecter son délai initial prévu pour novembre 2017. L'essentiel en ce moment, c'est de sauver les acquis pour qu'à la reprise, ça ne soit pas un perpétuel recommencement. Et dans tout cela, que dire de ces populations qui sont installées dans des zones inondables et qui refusent de déguerpir? À l'issue des inondations de 2009, un site avait été aménagé à Yagma pour accueillir les familles et elles avaient reçu même des parcelles et du matériel pour construire. Mais 8 ans après, ces familles préfèrent rester toujours dans ces zones inondables. Pourquoi s'entêtent-elles et comment y vivent-elles? Élément de réponse avec Maïmouna Traoré.
Quartier Nyokse, en pleine capitale burkinabé. Ouagadougou vient de recevoir ses premières pluies et déjà, ses concessions situées aux abords du barrage numéro 2 flottent dans l'eau. On est à la deuxième pluie, le barrage est déjà plein comme cela, donc on ne sait pas, bon, les pluies qui vont venir, ce que ça va faire encore. Quand il pleut, le barrage déborde et l'eau rentre même dans nos maisons. On ne peut pas dormir. On est obligé de faire sortir nos effets et aller dormir chez les voisins. Ici à Dapoya, la Moussa Kabouré vit dans la même hantise. Sa sérénité apparente dissimule mal ses angoisses. Elle a toujours la peur au ventre chaque fois qu'une pluie se prépare. Qu'est-ce que je peux faire si l'eau rentre dans ma maison? Je suis tout le temps angoissée. Ces quartiers, quasiment situés dans le lit des barrages numéro 1 et 2 de Ouagadougou et bien d'autres secteurs de la capitale ont été fortement ébranlés suite à la pluie diluvienne du 1er septembre 2009. Pour éviter aux populations de revivre ce cauchemar, ces zones ont été classées zones inondables. Et comme solution, le gouvernement a aménagé un site à Yagma, à la sortie nord de Ouagadougou, pour reloger les familles qui occupaient les lieux. Mais pourquoi 8 ans après, certaines familles refusent-elles de déguerpir? Chaque famille n'a eu droit qu'à une parcelle de 204 mètres carrés, 20 tôles, 30 sacs de ciment et 50 000 francs. Ce don est très insuffisant pour des familles nombreuses. Moi, par exemple, je suis issu d'une famille polygame de 14 enfants. Comment pouvons-nous vivre sur une parcelle de 204 mètres carrés? À Yagma, la barrique d'eau coûte 500 francs. Est-ce qu'avec 50 000 francs, je peux confectionner des briques et pouvoir construire une maison? Comprenez donc que nous sommes là malgré nous. Pas moyen de bouger, soutiennent certains catégoriques. Pour eux, ces zones sont bel et bien habitables. Il suffit d'y créer les conditions. On entend souvent qu'il y a eu des tremblements de terre dans certains pays, mais on n'a jamais déguerpi quelqu'un. On reconstruit. Ici, la solution, c'est de curer le barrage, de construire une digue et d'empêcher les gens d'y jeter des ordures. Aujourd'hui encore, comme en 2009, les habitants de ces zones inondables interpellent les autorités compétentes. Et pour aller plus loin sur ce sujet, je reçois Marc Ouedraogo, secrétaire permanent de la coordination du programme de développement urbain. Bonsoir, Monsieur Ouedraogo. Bonsoir, Monsieur Kindo. Et merci de venir répondre à nos questions. Alors, qu'est-ce qui explique cette récurrence des inondations à Ouagadougou? Je vous remercie. Malheureusement, aujourd'hui, il faut composer avec ce phénomène que constituent les inondations, parce que nous sommes dans un contexte de changement climatique et en tant que tel, c'est un phénomène qu'on ne peut pas maîtriser a priori. Maintenant, si vous venez au cas de Ouagadougou pour demander la cause des récurrences, déjà nous avons eu à plusieurs reprises relevé des insuffisances en termes de canaux d'assainissement pluvial, mais il y a aussi l'occupation anarchique de l'espace urbain qui obstrue les voies d'eau. Et en plus de ça, d'aucuns parlent de l'incivisme de la population qui jette les déchets dans les caniveaux, qui les obstruent, mais ce phénomène est à prendre en considération avec les insuffisances aussi en termes de gestion des déchets dans la ville, qui sont des facteurs conjugués qui font que les inondations tendent à devenir récurrentes dans la ville de Ouagadougou. Oui, l'impression qu'on a, M. Ouedraogo, c'est qu'il y a un manque de vision. Est-ce qu'il y a un plan cohérent pour Ouagadougou? Vision, il y en a. Je voudrais pouvoir vous dire que depuis 1999, il a été élaboré un schéma de drainage des eaux pluviales dans la ville de Ouagadougou.
Et c'est l'application de ce schéma-là qui a permis la réalisation des principaux canaux d'évacuation des eaux, Ouemtenga, Zogna, etc. Et ce même schéma-là prévoit l'aménagement des canaux dans d'autres quartiers tels que Pissi, Tampui, Somgandé, Tanguin, etc. pour renforcer le maillage du réseau d'assainissement pluvial de la ville de Ouagadougou. Ce qu'on pourrait peut-être dire dans ce que vous voulez qualifier de manque de vision, c'est à la limite l'insuffisance des moyens qui fait qu'on n'arrive pas à faire suivre ce réseau comme il faut. Mais il y a aussi des ouvrages dont le dimensionnement pose problème avec des caniveaux visiblement étroits et rapidement débordés. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, a priori, on pourrait faire ce constat, mais vous savez que pour réaliser un caniveau, ça fait l'objet d'un dimensionnement par un technicien qui tient compte de l'intensité des pluies. Généralement, on considère les pluies décennales. Mais aujourd'hui, vous conviendrez avec moi qu'il y a l'intensité des précipitations de nos jours est telle que ces canaux apparaissent étroits. Je peux convenir que par endroit, il y a eu sous-dimensionnement, mais il faut prendre aussi le facteur variation des changements climatiques qui fait que par endroit, les eaux débordent, donnant l'impression que les canaux sont mal dimensionnés. Et on a même des quartiers où il n'y a pas de caniveau, c'est dépourvu de ces ouvrages de drainage des eaux. Oui, à ce niveau, c'est l'occasion de plutôt lancer une interpellation aux acteurs de l'aménagement urbain. Et vous voyez, la génération aujourd'hui a hérité d'une pratique de l'aménagement où on n'a pas fait suivre, les réseaux d'assainissement n'ont pas suivi. Ça veut dire qu'on a fait les lotissements, on a implanté les bornes, mais le lotissement, on devrait en principe réaliser les caniveaux, réaliser les voies. Et pendant longtemps, on n'a fait que donner des parcelles aux citoyens. Nous héritons de cette situation. L'interpellation, c'est quoi? Aux acteurs du développement urbain et les collectivités territoriales notamment. Les aménagements aujourd'hui, nous devons faire en sorte que nos aménagements soient durables, de sorte à ne pas alourdir la facture que nous ont léguée nos prédécesseurs en termes de pratiques d'intervention dans la ville. Cet aménagement durable consiste notamment à achever le processus en mettant les réseaux d'assainissement des eaux et notamment la voirie et tout ce qui suit pour un cadre de vie décent. On l'a vu dans le reportage sur les populations installées dans les zones inondables, des populations qui refusent de déguerpir malgré un certain nombre de mesures mises à leur disposition. Est-ce que l'autorité n'est pas coupable ou complice? Oui, là, je voudrais, avec votre permission, déjà faire une rectification par rapport à ce que un intervenant a dit sur l'étroitesse des parcelles et ce qu'on entend leur donner. Il faut faire la part des choses. Et je pense que la population revendique souvent plus qu'elle n'en a droit. Quand tu es illégalement installé dans une zone et qu'on vient te lever, on te donne, en principe, tu n'avais droit à rien au nom de la loi. Et si on te déguerpit et malgré tout on te donne une parcelle, on te donne de l'aide pour te reconstruire, pour te mettre à l'abri et tu estimes que c'est insuffisant, j'estime que c'est trop demandé. Par contre, il faut aussi préciser que ce n'est pas tout le monde qui est logé à la même enseigne. Le processus de déguerpissement prévoit pour ceux qui sont légalement installés une indemnisation en bonne et due forme qui peut donner lieu à une compensation en termes de parcelles à une dimension et peut-être qui fera l'objet de négociations entre la population et l'administration. Et depuis 2009, est-ce que cela n'a pas été fait? Disons que dès 2011, il y a une étude qui avait déjà été menée au sein du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat qui avait conduit à des propositions en la matière. Et je me souviens qu'une fois, la question a été posée, pourquoi jusque-là rien n'a été fait?
on avait eu à dire que l'étude est finie dans un contexte où il y avait la naissance d'une crise sociale qui s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut dire que les discussions sont engagées aujourd'hui entre le ministère et la commune de Ouagadougou pour amorcer les échanges avec la population afin d'aboutir au processus de déplacement de ces populations-là. Monsieur Marc Ouedraogo, merci d'être venu nous donner ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le secrétaire permanent de la coordination du programme de développement urbain. Merci d'être venu pour ce journal. Je vous en prie. Et puis en culture, des tambourinaires venus de la Nyanya qui font le bonheur de milliers de spectateurs qu'ils rencontrent. Eux, ce sont les musiciens de la troupe Ganta. Originaires de Kuala, au départ, c'étaient des jeunes qui se retrouvaient pour s'adonner à leur passion. Aujourd'hui, leur talent et leur renommée ont traversé les frontières du Burkina Faso. Ibrahim Sombier et Aruna Mare sont allés à leur rencontre. Reportage. Le bâton sur la peau des tambours en mouvement, ces batteurs sont considérés comme les maîtres du tam-tam par la population de Ganta. Tous sont membres de la troupe Ganta du nord de leur village. La tenue de scène toujours bien arborée et les rythmes cadencés, ils se livrent à une démonstration de talent. La troupe porte le nom de Ganta parce que c'est plus facile de nous retrouver avec ce nom. D'hier à aujourd'hui, les choses ont changé et la troupe a beaucoup évolué. Avant, il était question d'honneur, mais de nos jours, l'argent a pris le dessus. La troupe Ganta a vu le jour dans les années 1980. Au fil des ans, elle s'est rajeunie, mais garde toujours le cap, promouvoir la culture du terroir. Concernant les tambours, il y a ceux que nous fabriquons nous-mêmes et d'autres que nous achetons. Ceux que nous fabriquons sont faits à base de bois et recouverts de peau cousue. La troupe Ganta de la Nyanya a participé à la toute première édition de la SNC qui s'est tenue à Ouagadougou du 20 au 30 décembre 1983. L'intégration de la troupe se fait en toute liberté selon les membres. Seul passeport exigé, le talent. Une intégration qui a permis aux membres de vivre des expériences inédites au pays et même parfois loin de la mère patrie. Pourquoi je suis devenu artiste? C'est une vieille histoire. Je l'ai hérité de mon père. Ce qu'il faisait était bien et moi je suis ses pas. Cela m'a permis de beaucoup voyager au Burkina et à travers le monde. J'ai visité des pays comme la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger. Tout ça grâce à la troupe. Au sein de la troupe Ganta, la relève est déjà en marche. Pour les prestations dans le Goulmou, ces motos leur servent de moyen de locomotion. Mais c'est toujours la croix et la bannière pour aller plus loin. Du reste, leur espoir reste entier, car la culture doit survivre. Et puis Descoë, c'est le titre du film Palme d'Or à Cannes. Le palmarès du 70e festival est tombé. C'est le réalisateur suédois Ruben Östlund qui est le grand vainqueur. Descoë est un regard sur l'hypocrisie des sociétés. On se souviendra que le réalisateur de 43 ans avait déjà été primé sur la croisette, notamment avec le prix du jury de la section Un certain regard pour son film Snow Therapy. Et sans transition, dimanche sport avec Jérôme Tiendrebego. Jérôme, bonsoir. En 1 minute 30, très rapidement, la 24e journée du championnat national de football, division 1. Oui, avant de passer cette 24e journée, on va dire que les étalons, le stage de préparation des étalons commence demain. Et ils préparent le match contre l'Angola dans le cadre des éliminatoires CAN 2019. Contre l'Angola, première journée. Donc, les garçons de Paulo Duarte ont commencé à rallier Ouagadougou. 10 sont déjà sur place et 5 rejoindront Ouagadougou dans le courant de la nuit. Burkina-Angola, c'est le 10 juin prochain. Pour revenir à la 24e journée, le match au sommet que nous avons proposé en direct à nos téléspectateurs, c'était AS Police 4e contre le leader RCK 1er. Donc,
c'était un match de pénalty, 50e minute. L'AS Police prend le dessus sur transformation de pénalty par Roméo Boni et égalisation dans les ultimes minutes, 86e minute, pénalty transformé par Alex Asamoah pour l'égalisation pour le RCK. Et les autres résultats de cette 24e journée, Raimo a battu l'AS Sonabel 1-0. Majestic, Uzo et ASFB Isco se sont soldés par le score vieille de 0-0. La GEB a supprimé le RCB 2-1. COSAF est tombé ce soir même tout à l'heure devant l'Asfa Elenga 1-0-1. Lundi au stade municipal Youssouf Joseph Konombo, Fousseni Kizombo, vous aurez Santos BPS à 16h et EFO USFA à 18h. Le RCK est toujours leader, mais attention, l'USFA et l'EFO sont en embuscade. Et les 5e Jeux universitaires du Burkina qui ont débuté hier également à Ouagadougou. Alors, c'était à l'ISSDH, ex-INGEPS, sous le haut patronage du président de l'Assemblée nationale, le docteur Salifou Diallo, et représenté par son vice-président, Maître Bénéone Sankara. Et c'était en présence de Sa Majesté, le Mogo Naba Bango. Alors, devant toutes ces personnalités, l'Université Aube Nouvelle a corrigé l'Université Joseph Kizerbo 4-1 en match d'ouverture. Aujourd'hui, entre autres disciplines en compétition, le Scrabble avec l'Université de Koudougou et l'Université Polytechnique de Waïguia qui sont finalistes. La compétition se poursuit jusqu'au 17 juin prochain, le premier donc. Oui, Jérôme, on termine ce marathon avec la Coupe de l'Assemblée qui a bouclé ses phases de finale. Là. Voilà, c'était à Waïguia et à Kaya. On a minime du côté de Waïguia, CFAO qui a battu Goursi 1-0. Goursi se rachète en cadet en battant l'USI 3-0. À Kaya, les minimes de Cetos ont écrasé ceux de BFC 5-0. 5-0 également pour Kaya FC devant Massage FC. Et autre actualité pour tenir Fousseni Kindo, le Mali a remporté la CAN U17 cet après-midi même en battant le Ghana 1-0 au stade de l'amitié sino-gabonaise de Libreville. Et bonne nouvelle pour terminer Fousseni Kindo. En athlétisme, Marthe Yasmine Kouala a battu le record national de 5952 points en heptathlon à l'IAF Challenge à Gotich en Allemagne. L'étalon a établi un nouveau record de 6036 points au concert des meilleurs heptathloniens du monde. Merci à vous, Jérôme Tiendrebego. À dimanche prochain pour un autre dimanche de sport. Mais en attendant, demain, sur le coup de 21h, le développement de toutes ces informations au magazine des sports. Merci, Fousseni. Et puis, la grande famille RTB pleure aujourd'hui la disparition de Joseph Nambane, agent au service des programmes de la télévision du Burkina, Jo, comme nous l'appelons affectueusement. Ça n'est allé aujourd'hui des suites de maladie. Toutes nos condoléances à sa famille. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. À 22h30, Draman Dadian vous retrouve pour un journal spécial sur la journée électorale. D'ici là, excellente suite de programme sur la RTB. Au revoir.